Chers auditeurs, chers auditrices, bonjour. Comme vous avez pu le remarquer, cette semaine, il n'y a pas d'épisode de Soirée Peinture. Et oui, les aléas de la vie, le travail, nous a rattrapés pour la plupart d'entre nous. Et pour certains autres, il s'agit d'un voyage de noces dans les contrées lointaines. Cela dit, je voulais pas vous laisser le bec à l'eau, donc j'en profite pour vous faire une petite capsule. Une petite capsule là, qui, j'espère, j'en déparle, sera vous donner un petit quelque chose à vous mettre sous la dent en attendant que mes collègues et moi-même, on puisse se rasseoir devant notre micro et jaser tous ensemble du hobby, du wargame, des jeux de figurines. Voilà. Donc aujourd'hui, j'en profite, je vais vous parler d'un supplément de Black Powder qui s'appelle A Dark and Bloody Ground. Le supplément a été publié en 2019 pour le jeu Black Powder. Donc c'est le jeu qui va couvrir la fin du 18e jusqu'à la fin du 19e, peut-être jusqu'à la Première Guerre mondiale. Surtout utilisé pour les guerres napoléoniennes, mais il l'utilise aussi pour la guerre de 7 ans. Le supplément vont couvrir la guerre de 7 ans qu'on appelle aussi la guerre de la conquête, ou en anglais un nom un peu daté, French and Indian War. Donc se concentre juste sur l'Amérique du Nord, bien que la guerre de 7 ans va s'étendre à l'Europe aussi. Super beau livre, 180 pages au total, écrit par Peter Brown. Sorti en 2019, je ne sais pas si je l'avais mentionné, sorti en 2019, mais je viens de l'acquérir et j'ai eu la chance d'avoir la figurine promo qui venait avec, qui est un Première Nation. Il l'appelle Eagle Eye, mais je n'ai pas trouvé d'informations. Je ne sais pas si c'est un personnage fictif ou un vrai personnage, là. Mais je vous mettrai une photo. Là, il est sur sa roche avec un fusil dans une main, un tomahawk dans l'autre, et puis à regarder ce qui se passe au loin. Ça va faire un super beau commandant pour mes forces Première Nation. Donc, le livre en soi est un super beau livre. Là. Nous avait déjà habitués à faire de très beaux livres. Dans la première partie, on va avoir tout le contexte historique. Là. Puis on parle d'un bon 73 pages. Là. C'est assez énorme de contexte historique avec qui va passer sur les événements. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'introduction? Comment on en arrive à cette guerre-là? On va aussi voir la Nouvelle-France, les 13 colonies, comment les batailles commencent. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va nous parler des régiments connus qui étaient là, les régiments réguliers français, les régiments réguliers anglais, les provinciaux, les Rogers Rangers, puis les compagnies franches de la marine pour la France. Des descriptions, c'est quoi leur histoire, comment était leur uniforme. Dans certains cas, pour les réguliers, on a des tableaux pour dire de quelle couleur est l'uniforme, puis les parements, les retroussements, les manches. Donc, super intéressant. C'est plein d'informations pour le contexte historique. Ensuite, vers la fin du contexte historique, là, il entre un peu dans le côté jeu de figurines. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va adapter le jeu. Parce que Black Powder, vous pouvez voir ici la dernière édition, c'est un jeu qui a été fait pour surtout les guerres européennes en bataille rangée. Or, en Amérique du Nord, pendant la guerre de 7 ans, on a beaucoup de petites guerres. Donc, c'est des guerres qui se passent dans les boisés, avec des tirailleurs surtout. Il va y avoir des batailles rangées. Là. Il va y avoir des unités qui vont se battre en bataille rangée. Mais les tirailleurs vont prendre beaucoup plus de place. Donc, c'est difficile on ne peut pas prendre telles quelles les règles de Black Powder pour les adapter puis bien représenter ça. Fait que l'auteur il va s'essayer à prendre les règles et à dire, bon, ben voici un amendement que je fais. Pardonnez-moi. Un amendement que je fais, voici ce que je rajoute, où est-ce que je m'en aller avec ça. Je vous donne un exemple, parce que sinon ça va l'air très vague, mais les Premières Nations, par exemple, c'est pas des armées qui se battent du tout comme les Européens, le terrain ne s'y prête pas, puis ils n'ont pas développé, toute leur art militaire c'est pas développé dans ce sens-là. Donc normalement, dans Black Powder, ce qu'on va avoir, c'est des bataillons. Ça ressemble un peu, si vous avez joué à Apocalypse pour 40K, à un peu l'organisation, c'est-à-dire que ton unité, c'est plusieurs unités ensemble qui doivent avoir une cohésion de bataillon au lieu d'avoir une cohésion. Tu as une cohésion dans l'unité, mais tu as ta cohésion de bataillon. Et là, donc, dans ce cas-là, il doit y avoir une cohésion à l'intérieur des différentes brigades qui forment ton bataillon et avec ton commandant qui donne les ordres. Puis il doit être toujours à distance de donner des ordres. Dans Black Powder, il y a des genres d'unités comme la cavalerie légère
qui permet de sortir de la zone de commandement. C'est juste que c'est pas beaucoup d'unités qui peuvent faire ça. Donc le jeu n'est pas adapté à avoir des armées entières ou une majorité dans l'armée qui fait ça. Donc ce qu'il dit, c'est qu'on peut donner ce que l'auteur dit, c'est qu'il explique qu'on peut donner la règle maraudeur aux Premières Nations, mais ça ne représentera pas très bien ce qu'il faisait. Et ça risque de briser la structure du jeu qui n'est pas fait pour ça. Donc lui, ce qu'il ferait, c'est qu'il donnerait ça, puis il va leur donner une autre forme de commandement et contrôle, même terme qu'on a parlé avec Général d'armée, où l'idée c'est tes unités de Première Nation doivent être à 6 pouces de leur commandant. Donc dans ce cas-là, lui il peut donner des ordres et ça va fonctionner. Ou à 12 pouces de l'ennemi. Et dans ce cas-là, ils peuvent prendre, il y a une règle qui est l'initiative. C'est-à-dire qu'une unité peut agir par elle-même parce qu'étant proche de l'ennemi, elle peut réagir. Elle ne va pas attendre d'avoir des ordres, elle est trop proche. Là. Il se passe quelque chose, là, ils vont pouvoir réagir. Mais entre ces temps-là, il va y avoir une table de réaction aléatoire. Puis là, ça représente le fait que les unités de Première Nation vont être très autonomes, vont faire les choses à leur façon pendant ce temps-là. Mais le problème, c'est qu'en tant que commandant, ce jeu-là a vraiment une perspective de commandant aussi, peut-être un peu moins développé que dans Général Armée, mais quand même. Donc en tant que commandant, tu vas avoir très peu ou pas de contrôle sur eux. Tant qu'ils ne sont pas à 6 pouces de ton commandant ou à 12 pouces de l'ennemi. Mais son tableau est super intéressant. Il y a dans les réactions, c'est qu'ils vont aller se mettre sur les flancs, entre autres. Un jet que tu peux avoir, c'est aller se mettre sur les flancs. Puis il dit que ça représente leur tactique générale d'essayer de faire un croissant de lune puis d'aller tirer, d'attaquer l'ennemi sur les flancs. Donc il s'est quand même inspiré des stratégies qui étaient faites à l'époque, puis ce qui a été rapporté dans les livres d'histoire ou les rapports de cette bataille-là. Autre chose, oui. Dans Black Powder, une unité de tirailleurs ne peut pas charger une unité formée. Donc, une unité formée, on parle qu'ils sont en rang serré et qu'ils sont prêts à tirer. Dans la réalité des batailles européennes, c'était souvent le cas. Les tirailleurs allaient en avant, faisaient quelques tirs. Le but, c'est de démoraliser, peut-être tuer des officiers. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Dans le contexte de l'Amérique du Nord, dans le contexte de la petite guerre, là, ça peut arriver. Donc, lui, il va changer ça. Donc, il va mettre un amendement. Une unité en tirailleur peut charger une unité formée seulement si elle est ébranlée. Donc, en anglais, c'est shaken. Ça a rapport au moral. Donc, si son moral a baissé, tu l'as fait baisser en tirant dessus. Ben, après, tes tirailleurs peuvent rentrer en corps à corps. Puis ça représente le moment où, comme il dit, les unités de Première Nation ou les franges de la marine ou les provinciaux ou les Rogers Rangers ont tellement affaibli l'unité qui était formée en rang que là, elle est proche de la débandade, son moral est à terre, puis là, il rentre en corps à corps pour l'achever. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Comme je l'ai mentionné, guerre de 7 ans, petite guerre, ça se passe beaucoup dans les bois. Lui, comment il va gérer ça? Comme les batailles rangées en Europe, c'est souvent sur des plaines. Il donnait des bonus de couverture si tu étais dans des zones boisées. Mais là, lui, il va enlever ce bonus-là, par exemple, aux unités régulières. Parce que ils vont se former, ils vont faire des lignes, donc il reste une cible plus facile à atteindre, même s'il y a des arbres entre. Par contre, les unités plus habituées à la petite guerre, comme les compagnies franches de la marine, les provinciaux britanniques ou les Premières Nations, ils vont être habitués de se tasser, de se mettre sur le côté d'un arbre, de se mettre à plat ventre ou se mettre à genoux. Donc, ils vont plus utiliser la couverture. Donc, ces unités-là, ce type d'unité-là, va avoir accès au bonus de couverture. Là, donc, tout ça, c'est quelques exemples. Mais dans le livre, il prend vraiment le temps de nous expliquer pourquoi il change cette règle-là, qu'est-ce que c'est supposé représenter pour que vraiment on ait l'immersion de cette guerre vraiment spéciale qui se passe en Amérique du Nord et de cette approche qui n'était pas du tout celle qu'on pourrait voir pendant les batailles napoléoniennes ou qu'on pouvait voir en Europe pendant la guerre de 7 ans ou un peu avant ou un peu après. Donc ça, c'est pour... Ouais, dans les premières 73 pages de contexte, c'est excellent. Après ça, on a environ 100 pages de scénario. Et ça, j'en ai déjà parlé. Les scénarios, c'est super intéressant. Ils vont mettre des petites règles spéciales. Mais c'est des scénarios historiques. Donc, je trouve que c'est généralement très facile de regarder c'était quoi l'intention de l'auteur par rapport à la bataille. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça? Comment il voulait l'amener, où il voulait l'amener? Parce qu'on a un référent historique de cette bataille-là.
Et même si vous achetez ce supplément-là, mais vous ne jouez pas à Black Powder, donc par exemple, si vous jouez à Mousquet et Tomahawk, Tunic Rouge et Tomahawk, qui est la version Mousquet et Tomahawk pour la guerre de 7 ans, ben c'est très intéressant parce que chaque scénario historique va nous donner le contexte de la bataille, va nous donner des règles spéciales c'est pas si difficile que ça en règle générale, mais de comprendre c'est quoi l'intention derrière la règle, qu'est-ce que c'est supposé représenter, parce qu'on a l'histoire de la bataille à côté. Et comment on va, et qu'est-ce que l'auteur voulait faire avec ça, puis après ça, prendre ça, puis se dire, bon, ben comment je fais avec mes règles de Mousquet Tomahawk, par exemple, pour reproduire la même chose. Donc, ça vaut de l'or, même si vous jouez à Black Powder, ben, ça vaut de l'or parce que vous l'avez directement entre les mains. Mais si vous jouez à un autre jeu de la guerre de 7 ans, ça vaut de l'or parce que là-dedans, vous allez avoir des descriptions de bataille, des cartes là, qui vont vous montrer à quoi le champ de bataille devrait ressembler, les unités qui étaient là. Donc, là c'est plus, bon, qu'est-ce qu'il y avait, comment je traduis ça dans mes règles, puis je remets les mêmes unités qu'il y avait. Puis les règles spéciales pour essayer de mieux représenter cette bataille-là. Donc, dans les batailles qui sont listées, ça va de 1754 à 1763. Il y a 12 batailles historiques. Il y a le Fort William Henry. Si vous avez écouté le dernier des Mohicans, c'est cette bataille-là. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est un scénario pour représenter après le massacre qu'on voit dans le film Le Dernier des Mohicans. La bataille des Plaines d'Abraham, la victoire après ça des Français à la bataille de Sainte-Foy. Et il y a même une bataille entre les Premières Nations et les Anglais qui se passe après la signature du traité de Paris, qui est la bataille de Bushy Run. C'est très intéressant. Mais si on prend, il y a la bataille de la Monongahela. Donc la bataille de la Monongahela, si vous vous rappelez, on en a parlé dans un épisode. Si vous vous en rappelez pas ou vous ne l'avez pas entendu, je vous invite fortement à aller voir l'épisode 25B. Ça doit faire 2 ans, là. Donc, on parle où on a parlé de la bataille de la Monongahela, mais là, on a le scénario dedans pour le faire. Avec une belle carte. Et dans le fond, rapido presto, c'est les Britanniques qui s'en rapprochent d'un fort français en supériorité numérique, mais ils prennent des chemins dans le bois, ils tracent leur propre chemin. Les Français, à cause de ça, les voient arriver, ils sont informés par leurs alliés autochtones. Donc, se décident d'aller les attaquer sur le chemin. Donc, ils font un traquenard. Là. Dans le fond, ils attaquent alors qu'ils sont formés sur un chemin de bois. Ils n'ont pas l'espace pour se déployer comme il faut. C'est une débâcle pour les Britanniques, cette attaque-là, cette bataille-là. Donc, ils nous donnent ça, comment refaire la bataille. Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans les règles spéciales, si on jouait tel quel à Black Powder, ce que l'auteur dit, c'est qu'avec les règles telles quelles, le joueur britannique pourrait juste charger les troupes françaises puis les forcer à sortir de la table. Mais si c'est le cas, s'il fait ça, ben c'est que dans le fond, on n'aura pas l'effet espéré par le scénario. Dans le fond, c'est un peu utiliser les règles pour aller contre la reconstitution du scénario. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est que dans ce cas exceptionnel-là, la règle spéciale du scénario-là, les unités françaises qui sortent de la table peuvent revenir ailleurs. Pour montrer que, oups! Ils reculent, ils reviennent sur le côté, ils attaquent parce que ils étaient vraiment en infériorité numérique, puis c'était vraiment plutôt des tirailleurs qui faisaient cette bataille-là. Donc très intéressant. Je vous recommande fortement, je n'ai pas encore lu d'une page à l'autre, mais tu sais, j'ai pris le temps d'explorer. Puis ça vaut toujours la peine, ce genre de supplément-là. S'il y a des périodes d'histoire qui vous intéressent, même si vous n'avez pas... C'est le genre de supplément, dans le fond, que même si vous ne jouez pas à ce jeu-là, vous voulez jouer dans un autre jeu, ça vaut la peine. Parce que, oui, un des plaisirs, surtout chez les joueurs historiques, c'est de faire leur propre recherche. Donc, d'aller lire des livres, d'aller chercher dans les sources. Mais je pense que pour plusieurs autres joueurs, ils ont envie de jouer ces périodes, mais ils n'ont peut-être pas nécessairement le temps ou la place dans leur hobby qui est déjà comme construire les figurines, peindre les figurines, préparer des tables, pour faire la recherche eux-mêmes, mais qui ont envie d'en savoir plus. Fait. Ce genre de supplément-là, c'est parfait pour ça. Ça vous donne beaucoup d'informations. Et sans résultat de Wargaming Company fait des suppléments comme ça sur les campagnes napoléoniennes que même si je ne joue pas à leur jeu, ça vaut la peine d'aller voir. T'as l'histoire, t'as les troupes qui étaient là, t'as les planches d'uniforme. Si... là, je parle pour le jeu historique. Si vous jouez à des jeux comme
Warhammer 40 000 ou ce genre de... ou Age of Sigmar ou The Old World, ça vaut la peine aussi parce que ça peut donner des idées pour faire des batailles qui sortent de l'ordinaire, qui sont pas... qui tombent pas dans les mêmes schèmes ou les mêmes scénarios de départ. C'est super intéressant les scénarios de départ parce que ça nous aide à pas juste faire on est face à face, bang, on se rentre dedans puis c'est tout. Là. Les scénarios dans les livres de Age of Sigmar ou de 40 000 vont donner différents exemples, mais tu sais, ça reste quand même assez... comment je pourrais dire? Assez similaire, ça reste dans un certain cadre. Si vous voulez sortir de ce cadre-là, faire des batailles plus asymétriques, voilà, c'est très symétrique, plus asymétrique, mais d'aller chercher un supplément comme ça vous donne de l'inspiration, ça vous donne d'autres façons d'aborder vos batailles. Fait que c'est ça. 12 batailles historiques, super intéressantes. Et finalement, de la page 170 à 179, il a mis un petit système de campagne pour la petite guerre. J'ai pas eu le temps de m'y plonger à fond. Mais ce que j'en ai vu, c'est intéressant. Je trouve ça dommage parce que c'est très précis. Une des difficultés qu'il y a eu, encore une fois, c'est de représenter le style de combat des Premières Nations qui n'était pas structuré de la même façon. Puis il disait qu'avec une campagne avec la carte, c'est difficile de représenter le brouillard de guerre. Donc ça te prend souvent un arbitre. Fait que lui, ce qu'il essaie de faire, c'est un petit système de campagne qui pourrait jouer en une journée où tu te passes de l'arbitre. Mais sinon, ça serait bon d'avoir un arbitre qui cache les mouvements puis là, qui peut aider à faire justement les escarmouches. Fait que là, lui, dans son système, ce qu'il dit, c'est que pour représenter ça, les mouvements du joueur autochtone sont comme déjà prévus. Puis dans le fond, c'est une colonne britannique qui doit aller porter des vivres à un fort britannique. Et donc, c'est le joueur britannique qui prend des décisions par rapport à ça, puis là, le joueur Première Nation va interagir là-dedans. Mais encore une fois, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout, mais je trouvais ça intéressant de voir que l'auteur a encore ce souci d'essayer de représenter quelque chose qui est pas conventionnel par rapport aux batailles européennes. Voilà, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur le supplément A Dark and Bloody Ground, sorti en 2019 et écrit par Peter Brown. Fait que j'espère que ça vous a diverti, que vous avez su retenir un peu plus d'informations ou que ça vous a donné le goût d'aller voir ce que ça donnait. Moi, je vais définitivement m'inspirer de ça, peut-être pour faire du Mousquet Tomahawk. Ça marche pas mal dans le club de jeux de figurines historiques en ce moment. Sinon, c'est tout pour cette petite capsule. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller écouter nos épisodes, nous mettre, Kevin dirait 5 étoiles, moi qui le dis, c'est Kevin, sur Spotify. Spotify a une limite d'épisodes, donc si vous voulez revenir plus loin dans les épisodes, il est possible que vous ayez besoin d'aller sur Balado Québec. Sur Balado Québec, vous allez trouver tous nos épisodes depuis le début. Sinon, depuis Noël, on est maintenant sur YouTube, donc vous pouvez aller, si vous voulez voir nos visages, voir que quand on parle pas, mais des fois on interagit avec notre face. Vous allez tous trouver ça sur YouTube. N'hésitez pas à aller commenter. On n'est pas. On essaie de développer notre rapidité. Là, la réponse sur YouTube, c'est pas encore rendu là. Mais n'hésitez pas à aller nous voir là. Puis sinon, dernière chose que j'ai à dire, je me sens un peu seul parce que les autres sont pas là. Mais c'est bonne soirée peinture et à la prochaine.